Oui, bonjour. Pour vous rassurer, M. Davignon, là, pour plus vous poser de questions, là, vous n'en trouverez pas de place gratuite. Alors, je parle dans le micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui? Bon, parfait. Alors, je disais à M. Davignon de ne plus se soucier de sa question parce que des logements gratuits, il n'y en a pas. Donc, écoutez, rapidement, le but de la conférence est de vous présenter les choix de maisons de retraite qui existent, en faisant également un survol des tarifs qui sont exigés dans ces résidences-là versus les services qui sont offerts, et de vous parler des programmes de crédit d'impôt qui sont également disponibles à la fois pour les gens qui demeurent à domicile que pour les gens qui habitent en résidence. Maintenant, il va y avoir une période de questions. On n'est pas beaucoup, ce qui fait que si on peut y aller au fur et à mesure, des fois, c'est plus facile pour vous que de retenir la question, puis à un moment donné, de dire, bon, ben j'ai oublié, il me semble que c'est important. Puis si je vois que ça dégénère parce que tout le monde a des questions en même temps, ben je vais utiliser mon droit de vous demander les questions à la fin. Ça vous va? Est-ce qu'il y en a ici qui habitent ou qui ont déjà habité dans des maisons de retraite ou vous venez ici pour prendre des informations? OK, on voit que c'est très populaire, les résidences. Alors, j'en conviens que vous êtes dans votre domicile. Est-ce que vous êtes majoritairement, ceux qui sont locataires, est-ce que juste lever la main, juste pour savoir à qui je m'adresse un petit peu? Les autres, vous êtes propriétaires, j'imagine? OK, on va peut-être faire aussi un petit exercice. Je ne l'ai pas amené en avant ici pour la présentation, mais d'être capable de comparer des fois combien ça coûte vivre dans une maison, vivre dans sa maison, versus vivre dans un condo, versus vivre dans une résidence, versus vivre dans un appartement ordinaire. Parce que souvent, les gens, on oublie, soit on oublie ou on ne veut pas le calculer, combien exactement coûte le coût de la vie. Alors, l'exercice peut être intéressant pour être capable de pouvoir comparer des formules d'habitation entre elles. Parce que j'entends souvent, bon, ma maison, moi, ça me coûte pas cher, ma maison est payée, mais c'est pas que la maison qui est payée qui coûte pas cher, c'est tout le reste. Fait qu'on a tendance à diminuer un petit peu, ou du moins on veut être aveugle pour pas voir ce que ça coûte réellement, mais on va en parler parce que ceux qui pensent que ça coûte pas cher quand la maison est payée, bien, je pense qu'ils vont désenchanter un petit peu. Alors, on va commencer rapidement. Si vous m'arrêtez s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, évidemment, j'ai intitulé d'hier à aujourd'hui la clientèle, les types de résidence, puis par la suite, comment bien choisir. La clientèle, moi, je suis dans le domaine des résidences pour personnes âgées depuis bientôt 30 ans. Donc, j'ai connu le tout début des maisons de retraite ou des foyers ou des hospices où on n'utilise plus ces mots-là aujourd'hui, forcément, mais quand même, dans l'esprit populaire, c'est resté un petit peu. Et à l'époque, la moyenne d'âge des gens qui venaient me consulter pour aller en maison de retraite avait 63, 65, 68. À l'époque, on appelait les CHSLD, qu'on nomme aujourd'hui, s'appelait les centres d'accueil, mais les gens arrivaient là en taxi quasiment, avec leurs valises, puis on définissait la perte d'autonomie comme étant, dans le jargon populaire, 0,5 heures par jour. Aujourd'hui, dans le jargon populaire, on parle de 3,5 heures. Et puis la moyenne d'âge qui était de 65, 67 ans, 68 ans à l'entrée en résidence. Et aujourd'hui, ça avoisine les 79, 80 ans. Donc, en 30 ans, ou bientôt 30 ans, on a vu la moyenne d'âge augmenter d'à peu près 0,4 années par année. Donc, pour faire une différence d'à peu près une douzaine d'années sur une période de 28-30 ans. Donc, la moyenne d'âge aujourd'hui pour entrer en résidence est quand même très élevée par rapport à ce qu'elle était à l'époque, mais l'espérance de vie aussi a augmenté tout autant. Donc, ça a suivi la logique d'aller en résidence un petit peu plus vieux. L'autre chose aussi, avant, on parlait d'une grosse résidence de personnes retraitées. C'est une résidence d'à peu près une centaine de personnes.
ou une centaine d'appartements. Aujourd'hui, on construit des complexes qui en ont 500, 600, 700 appartements. Évidemment, ça aussi, ça a changé beaucoup. Juste au niveau des chambres et pensions, à l'époque, c'était tout un privilège d'avoir dans sa chambre. Puis là, je ne vous parle pas dans les années 30, là, je vous parle dans les années 80, 90, d'avoir un lavabo. Quand les gens avaient un lavabo dans leur chambre, quand ils prenaient une chambre et pension, t'avais quelque chose de un petit peu plus relevé que juste ton lavabo. Après ça, il est arrivé la chambre avec occupation double pour une salle de bain. Ça c'était encore une augmentation. Maintenant, une occupation avec une salle de bain privée. Maintenant, on retrouve dans ces types de chambres-là un bain, une douche, une salle de bain privée, une chambre de 350-400 pieds carrés, un balcon, l'air climatisé, le câble inclus. Fait que ça a vraiment chambardé beaucoup avec le temps. Et le type de résidence, qui était surtout pour personnes autonomes, a commencé à se développer des résidences pour personnes en perte d'autonomie et non autonomes, avec même des formules où certaines résidences ont, au sein de leur même structure de résidence, certains étages dédiés à des clientèles moins autonomes, si c'est le cas. Donc, ce qu'on appelle en anglais « aging in place », ça veut dire la possibilité de vieillir sur place. Mais maintenant, c'est possible au niveau des maisons de retraite, parce que ces formules-là existent dans les résidences, même qui sont dites autonomes, pour les personnes qui, avec le temps, perdent leur autonomie, qui sont capables de pouvoir rester au même endroit. Le nombre de résidences aussi a changé dramatiquement depuis quelques années, mais je vous dirais surtout depuis 2 ans, parce que le gouvernement a instauré une politique d'accréditation des résidences. À l'époque, fin des années 80, n'importe qui pouvait partir une résidence pour personnes âgées. C'était plus facile que de partir un dépanneur. Alors, tu avais une maison, tu décidais d'accueillir des gens, bien, tu devenais une résidence. Tu avais un bloc appartement, tu décidais d'offrir une couple de services, bien, tu devenais une résidence. Et ce que ça a fait aussi, c'est pas nécessairement des gens de mauvaise volonté, mais l'industrie des services aux aînés au Québec, puis même encore, ça me surprend de constater que beaucoup de gens ne comprennent pas le vieillissement accéléré qu'on a, puis on dirait que quand on parle du vieillissement, c'est toujours demain. Bien, c'est pas demain pantoute, là, c'est maintenant, mais on dirait toujours qu'on reporte, on pense que ça va être plus tard. Moi, j'ai gradué en finance, puis je me suis intéressé à la démographie en 84, j'avais 24 ans, puis quand je parlais aux gens de la gérontologie puis de la gériatrie, là, un gars de finance, ça passait pas trop. Puis aujourd'hui, bien, il me regarde en disant, bon, écoute, c'était pas pire pareil, ton affaire pareil, parce que regarde aujourd'hui la clientèle des personnes âgées, mais même Alain Dubuc faisait référence dans un article il y a 2-3 semaines, puis il faisait référence en disant que même aujourd'hui, on n'est pas vraiment conscient de ce qu'il y en est au niveau des besoins des personnes âgées. Fait qu'imaginez, il y a une vingtaine d'années, quand on développait des résidences, comment c'était. Fait que, à force de faire des bons coups puis des mauvais coups, il s'est développé une industrie qu'on appelle maintenant l'industrie de l'hébergement ou de l'habitation pour les résidences pour les personnes âgées. Et ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de résidences, puis avec le temps, il y a eu une réglementation, puis le nombre de résidences a commencé à diminuer. On va le voir dans un autre tableau. Mais juste pour vous donner un petit peu un aperçu, d'ici 2031, quand on parle de vieillissement de population, d'ici 2031, vous allez avoir 36 % de la population qui va être âgée de plus de 55 ans. Ça veut dire une personne sur 3 au Québec va être âgée de plus de 55 ans. Et puis, on sait que, compte tenu de l'espérance de vie qui augmente, beaucoup de personnes, on parle d'à peu près 33 000 personnes centenaires d'ici 2061. Il y en a à peu près 1 500 aujourd'hui au Québec. Donc, c'est majeur comme vieillissement accéléré. Puis les besoins d'habitation, bien, ils vont continuer à s'adapter à travers le temps. Les modèles d'habitation vont s'adapter, mais nous autres aussi, il va falloir qu'on s'adapte aux différents modèles d'habitation qui existent.
On est la seule place au monde où les gens vivent de façon aussi importante en maison de retraite ou en résidence de personnes âgées. On a 18,9 % de la population des plus de 75 ans qui habitent une formule de type résidence pour retraités, mais pas nécessairement de toute nature. Donc, autonome en perte d'autonomie et non autonome, privé ou semi-public. Et dans le reste des provinces du Canada, on se trouve à avoir un taux qui est plus aux alentours de 8,5-9 %. Puis, bien des endroits dans le monde, on parle d'un pourcentage de peut-être 4-5 % de gens qui, âgés de plus de 75 ans, habitent en résidence pour personnes âgées. Fait qu'au Québec, sur 100 personnes, vous en avez 19 en résidence. Au Québec, de 75 ans et plus, au Canada, sur ce même 100 personnes-là, vous en auriez 8 ou 9. Puis dans bien des places du monde, sur ces 100 personnes-là, il y en aurait 5. Donc, on a une culture ici qu'on a développée d'habiter dans des résidences de personnes âgées qui est assez unique au Québec. On pourrait dire que ça peut être la température qui est un des éléments. Un autre élément aussi, puis je ne veux pas m'aventurer là-dessus trop longtemps, mais ça serait certainement culturel, puis relié aussi au fait qu'on avait des grandes familles à l'époque, et puis les femmes, parce que c'est surtout des femmes qui habitent les résidences encore aujourd'hui, quoique moins avec le temps, bien, ont vu dans les résidences le moyen de se libérer d'un paquet d'activités de tous les jours, puis d'enfin pouvoir penser à elles-mêmes. Fait que ça expliquerait, entre autres, le fait d'aller, quand il y a eu le développement des résidences, ça a été vu comme une libération de ne plus avoir de faire du ménage, plus avoir de faire s'occuper des enfants, du mari. Fait que ça a été vraiment une libération. Fait que puis il y a eu comme une mode. Hein? Ça a été une mode, puis la mode se répercute encore aujourd'hui pour avoir bientôt 19 % des personnes qui, de 75 ans, habitent en résidence. C'est quand même un chiffre bien, bien élevé. Dans les autres provinces ou dans les autres pays, le différentiel est surtout vers la clientèle autonome. Parce que le premier 8 % qui habitent ces résidences-là, c'est surtout des personnes en perte d'autonomie. L'excédent, là, de 8 à 18 ou 19 % ça vise surtout des gens qui sont relativement autonomes. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dans les résidences. C'est pas juste parce que c'est une question qu'ils sont craintifs ou ils sont malades, c'est pour un style de vie. C'est pour créer des nouvelles relations, des nouvelles amitiés. C'est vraiment un rythme de vie qui est différent, puis qui est propre à nous. Est-ce que ça va continuer à augmenter? Est-ce qu'on va se rendre à 20 %, 22 %, 25 %? J'en ai aucune idée. Moi, je pense que ce que j'anticipe, c'est que ça devrait se maintenir ou même peut-être un peu diminuer, parce que la technologie, aujourd'hui, nous permet d'être en contact avec beaucoup de monde. Le fait, des fois, de se retrouver uniquement des gens âgés en même temps au même endroit, la génération qui s'en vient, qui sont les boomers, là, eux autres, ils disent « Attends une minute, là, il y a peut-être d'autres formules qu'on pourrait explorer dans le temps. » Fait que la formule de la résidence va certainement rester populaire, mais il va y avoir d'autres formules qui vont se développer à travers le temps. Quand le tableau qu'on voit ici, comme à Montréal, on parle de 17 % du monde de 75 ans et plus qui sont en résidence, alors qu'à Trois-Rivières, là, c'est 27 %. C'est quand même énorme. Ça veut dire une personne sur 4 de 75 ans et plus est en résidence. À Montréal, c'est un petit peu moins qu'une sur 5, pour la moyenne provinciale étant de 18,9 %. Puis il y a des régions à Montréal, selon certaines parties de Montréal, selon, évidemment, l'ethnie, la communauté ethnique à laquelle on appartient, que ça va être peut-être plus 6 % parce que ce n'est pas dans les us et coutumes des personnes âgées de d'autres nationalités. Puis je vous parlais d'autres nationalités, là, Canadien anglais, Canadien français, c'est populaire, les résidences. Un petit peu moins Canadien anglais que Canadien français,
Donc, canadien-français, c'est beaucoup axé pour les résidences. Canadien-anglais, un petit peu moins. Puis après ça, c'est les autres communautés qui sont venues s'établir il y a plusieurs années. Les Italiens, encore là pour les résidences, la communauté juive. Mais après ça, là, les gens, c'est pas qu'ils les évitent, mais c'est qu'ils ne vont pas dans, ou du moins très peu dans des résidences pour personnes âgées, à moins d'être malade. Ça va? Donc, au Québec, aujourd'hui, on a 1860 résidences pour personnes âgées qui accueillent 123 000 personnes au Québec. Il s'en est fermé 200 résidences à peu près depuis 2 ans. Surtout dans des petites résidences de type de 9 à 99 unités. C'est ce secteur-là qui a été frappé le plus. Fait qu'on voit une transformation de la petite résidence vers la grosse résidence. Les petites résidences fermes, réglementation compliquée, les papiers, les maudits papiers. Fait qu'on est pris dans des papiers, ça se peut pas. La rentabilité des petites résidences, ça tient des fois à un fil. Si vous avez une chambre de libre puis vous en avez 9 à louer, mettons que ça peut être dur économiquement sur l'opération d'une résidence versus si tu as une résidence de 400 unités puis tu en as un de libre, bien, il est plus facile à absorber que 1 sur 9. C'est pas trop compliqué à comprendre et à calculer. Mais, puis malheureusement, il y a eu beaucoup de ces fermetures-là de résidences dans la dernière année et demie ou 2 dernières années qui sont faites en région. Fait que les villages, les petits villages du Québec qui ils perdent pas juste leurs jeunes, ils perdent les résidences, puis en perdant une résidence, bien, ils perdent les jeunes, puis ils perdent les vieux. Fait qu'on se retrouve avec une situation qui est pas évidente. Puis c'est un petit peu la loi du marché, parce que la loi du marché a été bonne dans les dépanneurs, a été bonne dans les petites pharmacies de quartier, est bonne dans des épiceries du coin, elle était bonne aussi dans les résidences. Puis, construit des grosses résidences aujourd'hui qui sont des fois mieux organisées, mieux structurées, qui répondent plus au goût du jour, qui n'ont pas juste un lavabo, là, comme je disais tantôt, mais qui offrent la panoplie de services, puis des fois à des coûts qui ne sont pas nécessairement démesurés par rapport à la petite résidence. La petite résidence, elle ne chargeait pas le tiers du prix de la grosse. La grosse, elle a une structure, elle a un volume, elle a une organisation de service qui fait que des fois, pour un différentiel de prix pas très élevé, la personne va opter pour une nouvelle résidence plutôt que pour une résidence qui était pas nécessairement au goût du jour. Puis en plus, pour aider, tous les problèmes qu'il y a eu au niveau des incendies dans les résidences qui étaient mal adaptés, bon, mais aujourd'hui, les propriétaires, puis c'est une bonne affaire, on force l'obligation d'avoir des gicleurs, c'est correct, c'est une bonne décision, mais économiquement, il y en a qui ne sont pas capables de pouvoir la tenir, cette décision-là. Pas pour les 9 et moins, mais pour les un petit peu plus grosses, 10 et plus, là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, il y en a qui sont obligés de fermer boutique parce qu'au niveau de la loi, de la réglementation, bien, ils ne sont pas conformes. Puis, comme je vous disais tantôt, beaucoup de ces petites résidences-là sont opérées par des gens qui sont, je vais faire attention aux mots, là, mais des gens de cœur qui pensent plus au bien-être des gens qu'à leur bien-être à eux-mêmes, ce qui fait qu'ils s'épuisent à aider, puis à travailler. Puis quand vous avez une résidence de 10, 20, 30 personnes, vous n'avez pas les moyens d'avoir beaucoup de personnel. Fait que c'est toi qui travailles, puis tu travailles, puis tu travailles, tu travailles. Fait que tu t'épuises à aider. Puis c'est un travail qui n'est pas toujours évident. On travaille avec des gens, des fois, qui ont des perceptions d'un service ou qui ont besoin de plus de services ou bien qui s'attendent à plus, puis ça devient difficile à tenir. Fait qu'il y a aussi le côté épuisement professionnel que beaucoup de ces petites résidences-là ont vécu. Alors maintenant, quelle catégorie de résidence? J'en ai listé quelques-unes, là, mais généralement, dans le jargon, là, si vous êtes abonné à un magazine de bel âge ou des magazines ou des revues spécialisées pour les aînés ou des publicités que vous voyez sur Internet, on a des appartements avec service,
on a du condo-service. La différence, c'est que condo-service, ça le dit, c'est que vous achetez une unité de condominium au sein d'une entreprise de résidence pour personnes âgées et vous avez les mêmes services que la résidence offre sous le mode d'appartement. Fait qu'un appartement, c'est un appartement qu'on loue, alors qu'un condo, c'est une unité qu'on achète. Fait que, grosso modo, là, c'est la différence. C'est loué ou c'est acheté. C'est certain que si c'est un condo, le fait que ce soit une unité qui vous appartient, bien, vous êtes capable de pouvoir le personnaliser davantage que si c'est un appartement. Parce qu'un appartement, vous pouvez faire des modifications au niveau des couleurs, puis peut-être un petit peu d'éclairage, mais vous ne pouvez pas commencer à chambarder le logement comme vous le voulez. Si ce n'est pas à vous, le logement, il est loué. Alors que le condo, bien, vous êtes chez vous, fait que vous pouvez faire ce que vous voulez. Puis ça, les condos-services, ça s'est développé il n'y a pas très longtemps. Ça a commencé il y a peut-être 8 ans, 9 ans. Par, d'ailleurs, celui qui commandite ici l'événement, par le groupe Maurice, qui a été le premier au Québec à faire des condos-services avec un projet qui s'est fait du côté de Longueuil, les promenades du parc. Je ne ferai pas de publicité, là, mais quand même, c'est important de le nommer. Ça a été un initiateur dans ce domaine-là. Puis aujourd'hui, bien, il commence à y avoir... Lui, il en a fait d'autres, les gens du groupe Maurice, mais il commence à être imité aussi par d'autres groupes qui veulent profiter de l'intérêt des gens d'acheter un condo plutôt que de louer un appartement. Et puis, évidemment, il y a les chambres et pensions. Ça le dit, c'est une chambre avec la pension. Quand on parle de pension, on parle des repas. On va parler un peu aussi de pension en prenant soin des gens, mais sans leur donner des soins. Fait qu'il y a une différenciation importante entre prendre soin de quelqu'un puis lui offrir des soins. Donc, quand je parle de prendre soin de quelqu'un, ça va être ça peut être prendre soin de lui en lui offrant l'aide pour les bains. Ça peut être également pour de la stimulation durant la journée. Ça peut être de faire le lavage, son repassage, sa literie. Puis généralement, chambre et pension, c'est des résidences d'à peu près une centaine de places et moins, alors que les appartements, bien, c'est entre 100 et 500, 600 appartements. La même chose au niveau des condos-services. Pension familiale, bien, ça le dit, c'est à peu près le même genre de service que la chambre et pension, mais le mot familial vient dire qu'on se retrouve dans des structures qui sont beaucoup plus de type famille, donc la femme et son mari ou son conjoint, après peut-être un des enfants travaille au sein de l'entreprise, mais c'est vraiment des petites... C'est comme un peu un gîte et un couvert là, quand vous allez faire des visites en région. Là, vous avez des bed and breakfast. Bon, mais on pourrait le qualifier de bed and breakfast des résidences de personnes âgées. On a des unités de soins d'hébergement. Des ressources intermédiaires. Les ressources intermédiaires, c'est un programme gouvernemental qui est assez récent au Québec, qui est le gouvernement ne développe plus lui-même des résidences, mais va prendre une entente avec un propriétaire privé pour réserver certaines chambres dans sa résidence pour être capable d'accommoder des gens plus démunis, qui ont besoin des services de soins, mais qui ne pourraient pas nécessairement s'offrir le réseau privé parce qu'il coûte plus cher. Donc, il va s'offrir les ressources intermédiaires. Ça, c'est organisé par le réseau de la santé. Donc, une personne ne peut pas dire, bon, mais moi, là, je veux placer ma mère dans une ressource intermédiaire. Si je le veux, il faut que je passe par l'intermédiaire du réseau public. Je ne peux pas y aller directement à la résidence pour pouvoir avoir une ressource intermédiaire. Et après ça, il y a les CHSLD, les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Et puis, vous en avez à la fois des privés et des publics. Il ne reste plus beaucoup de résidences privées de type centre d'hébergement de soins de longue durée. Et les coûts versus le public et le privé sont quand même assez importants. On va y revenir là, pour vous montrer la différenciation, mais aussi je vais expliquer un petit peu pourquoi
on a le sentiment que c'est moins cher en public qu'en privé. En fait, c'est un sentiment quand la personne le paie, mais pour l'État, les coûts sont quand même assez élevés. Donc, rapidement, quand il arrive le temps, est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez entendu à date? Non, ça va bien. Oui, monsieur? Est-ce probablement la même chose à Montréal, ou à Drummondville, ou à Saint-Hyacinthe, ou à Victoriaville, ou je sais pas. C'est partout pareil. Coûtant. Oui, c'est le coûtant est le même. En fait, je vais revenir là-dessus tantôt là, sur les frais, mais il faut faire une différenciation entre les frais et les coûts. OK? Parce que les coûts pour une personne, je peux décider de vendre ça ici 20 $. Ça, c'est des coûts. Mais mes frais, ça m'en a peut-être coûté 30 à le faire, mais je le vends 20 $. Fait que il y a une différence entre le coût et les frais, puis puis je vais y revenir, là, les frais pour l'État d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée en public, ça revient à peu près à 6 500 à 7 000 $ par mois pour le gouvernement. Mais les frais qu'on va vous charger, c'est à peu près 1 800. Alors que dans le privé, on comprend que les frais puis les coûts, ça doit être pareil. Ben, puis même, les coûts doivent être plus élevés que les frais parce que sinon, l'entreprise ne peut pas, elle ne fera pas d'argent. Puis ça ne fait pas d'argent, bien, elle n'a pas sa raison d'être. C'est une entreprise privée. Fait que, mais je vais revenir là-dessus. Ça va? Vous avez parlé à plusieurs reprises d'autonomie. Est-ce qu'il y a une définition objective de l'autonomie? Parce que dans ma famille, il y a une partie de ma famille qui me considère autonome et l'autre partie me considère à moitié autonome, puis l'autre partie ne me considère pas autonome du tout. Et je cherche des arbitres. Ouais. Tenez-vous avec ceux qui vous considèrent autonome. Ils sont plus le fun. Non, faut faire attention. La définition d'autonomie, là, c'est bien relatif. J'ai été invité il n'y a pas longtemps à une émission de télévision, puis on me parlait d'autonomie. Puis je vais vous donner l'exemple. Si mon père, je vous dis qu'il fait plus ses repas pour lui, est-ce que vous allez... Qui va le considérer non autonome? Mon père, là, il fait plus ses repas. Il est-tu autonome ou pas autonome? Levez la main pour ceux qui disent qu'il n'est pas autonome. OK, semi-autonome. Puis autonome. Ouais, c'est le fun. Fait que ce que ça veut dire, là, c'est que la définition, là, c'est vraiment en fonction de votre perception de l'autonomie d'une personne quasiment. Je prends un exemple d'un repas. Quand je vous dis qu'il ne fait plus ses repas, là, c'est parce qu'il est écœuré de faire ses repas. C'est pas parce qu'il n'est pas autonome, il est écœuré. Fait qu'il est tanné d'avoir à planifier, il est tanné d'avoir à calculer une tasse, il est tanné d'aller à l'épicerie, il est tanné d'avoir à gérer un frigidaire, il est écœuré de ça. Fait que c'est pas une personne en perte d'autonomie, c'est un autonome tanné. Fait qu'il est tanné. Fait que pour lui, si on lui offre un endroit qui fait des repas, bien, il va aller à la salle à manger. Fait que moi, si je cherche une maison de retraite, à mon père, je vais dire, bon, bien, papa, on va aller voir telle place parce que les autres, ils ont des repas, puis ça va être parfait pour lui. Maintenant, si j'exprimais la même chose en termes de mobilité, bien là, probablement qu'on aurait à peu près la même définition. Si je vous dis qu'il y a de la misère à se lever le matin, puis il a besoin d'aide pour le bain, je ne peux pas vraiment dire qu'il est autonome, tu sais. Il va être... Par contre, s'il est en chaise roulante, là c'est une autre affaire. Là, il est-tu autonome ou pas autonome? J'ai un de mes chums qui est en chaise roulante. Si vous lui dites qu'il n'est pas autonome, vous allez trouver qu'il est assez... il est vite pas à peu près parce que lui, il est en pleine forme. Il est plus autonome que bien du monde. Mais il est organisé. Il est en fauteuil roulant, mais il est organisé. Donc, pour lui, il est autonome. Fait qu'il faut faire attention à la définition de l'autonomie. Puis comment les gens l'aperçoivent. Puis d'ailleurs, quand les gens viennent nous consulter chez nous, les gens, comme il y en a qui commencent, ils disent, bon, bien là, on vient pour notre père. Puis là, tu as 3 enfants, là. Puis il y en a un qui dit, il n'est pas autonome, l'autre, semi-autonome. Comme la question que je vous dis, là, ça fait des sacrées belles discussions de famille, ça. Oui. Moi, ce que je trouve de bizarre, c'est que souvent, quand on rentre dans une résidence de personnes âgées, il faut être autonome. Puis si tu commences à devenir non autonome, ils veulent plus te voir.
J'ai déjà connu un homme qui était dans une résidence de personnes âgées de la ville de Montréal. Il y avait les repas du lundi au vendredi, excepté les jours fériés. Et puis, il me disait que la nourriture, c'était quasiment pas mangeable. OK. Je vais répondre à vos deux questions par rapport à la moyenne d'âge, comme je vous l'ai dit, des gens qui rentrent en résidence, là, c'est 79-80. L'espérance de vie est 86, 87. Fait qu'on s'entend-tu qu'il en reste pas mal moins. Fait que c'est normal qu'une personne, puis avec le temps, entre 25 puis 65 ans, tu es pas mal stable en termes d'autonomie. Mais quand tu commences à prendre de l'âge, puis il y a une étude qui avait été faite, là, je ne pourrais pas la citer, mais il parlait que le coup de vieux, là, ça n'arrive pas à 65 ans, ça arrive à 74,3. Fait qu'à 74,2, tu es comme ça, puis à 74,3, il y a de quoi qui vient de se passer. Le char a lâché. Fait que ça, c'est 74,3 ans. Fait que c'est normal que si vous entrez dans une maison de retraite à 80 ans, ben vous n'avez perdu. La durée de temps moyen d'une personne en maison de retraite, c'est entre 6,2 puis 6,4 ans. Puis dans un CHSLD, c'est 836 jours, 886 jours, là, mais en tout cas, c'est en bas de 1000 jours. Alors, la courbe normale dirait que vous rentrez à 80, vous faites à 86 ans, 87 ans, vous déménagez de place, puis il vous reste un autre 3 ans en CHSLD. Ça serait assez linéaire, ça. C'est une belle exposition, ça. Mais la résidence qui accueille une clientèle autonome est organisée pour accepter une clientèle autonome. Puis encore là, dépendamment de la perte d'autonomie que vous avez, bien, certaines résidences vont pouvoir vous garder, d'autres ne pourront pas vous garder. Puis quand des résidences peuvent vous garder, vous avez quand même le loisir de pouvoir vous offrir des services soit offerts par la maison, ou soit des services que vous allez vous offrir, des services à domicile, à même la résidence. Donc, mon père, moi, qui aurais besoin d'aide, puis qui habiterait une résidence X, Y, Z, la résidence n'a peut-être pas les moyens de lui offrir le service parce que tu ne peux pas avoir te staffer pour répondre à 100 des besoins de la clientèle. Par contre, lui pourrait avoir une personne qui va venir l'aider 2 heures par jour, 3 heures par jour, 5 jours semaine, 2 jours semaine, une journée semaine. Puis il va être capable de pouvoir rester au même endroit pendant un bout de temps. Maintenant, il y a des fois des situations de perte d'autonomie qui peuvent engendrer des problèmes pour les autres personnes. Puis ça, quand tu vis en société, si tu vis chez vous puis que tu es un danger pour toi-même, c'est une chose. Mais des fois, si tu es un danger pour les autres, ça peut être une autre paire de manches. Fait que je ne peux pas répondre de façon claire à votre question, mais il faut toujours le regarder cas par cas. L'autre, la nourriture, ça, c'est toujours le même maudit problème qui revient, c'est pas bon. Je l'entends depuis 28 ans. C'est pas bon. C'est jamais bon. Ça pourra jamais être bon. Je vais vous le dire pourquoi. C'est que je vous invite, vous, monsieur en avant, là, qui riez pas mal, là, je vous invite au Ritz ce soir. On y va ce soir, on y va demain soir, on y va la semaine prochaine, 365 jours, vous puis moi, à la même table, avec le même monde, le même serveur, puis le même menu. Vous me direz si vous aimez ça, le Ritz. Fait que c'est la diversité qui vient qu'à un moment donné, c'est intéressant. Puis c'est le fait de manger toujours. Tu sais que ça va goûter. T'sais, chez nous, là, je ne sais pas ce que ça va goûter. On peut manger la même affaire des fois, on peut l'oublier. On n'a pas fait la même recette. C'est la diversité, puis d'être capable de pouvoir manger avec d'autres personnes, voir un autre environnement, c'est ça qui devient que c'est bon. T'sais, une bénérie va être bien bonne, mais la même bénérie, tout le temps, va être moins bonne. Fait que, puis je les comprends, les résidences. Il y en a qui sont... C'est vrai qu'il y en a que la nourriture est moins bonne.
ça j'en conviens. Mais des histoires d'horreur au niveau de la nourriture, là, franchement, j'en ai plus entendu parler dans des rencontres comme ceux-là que dans la réalité des choses. Puis des résidences, j'ai dû en visiter avec les années, peut-être 2000, 2500. Fait que, puis on est au courant, là, assez souvent. Fait que, mais ça arrive, puis les gens ont raison. Alors, je vais continuer dans... Bon, des éléments importants à considérer, là. Quand on fait une étude de marché, nous autres, pour l'établissement d'une maison de retraite, là, on dit que 70 des gens viennent de leur environnement immédiat. Fait que dans un rayon d'à peu près 3-4 km. Fait que l'emplacement, là, évidemment, les gens, on voudrait rester chez nous le plus longtemps possible. Mais c'est quoi ça, chez nous? C'est-tu votre maison ou c'est votre quartier? Puis une fois qu'on a déterminé le chez nous, ça va être souvent référence au quartier. Des gens qui habitent la même place, ils ont des habitudes, ils ont des repères de se retrouver au même endroit. Ils croisent un jeune, un plus vieux, ils voient le même commerce en opération depuis des années, puis ça leur rappelle des souvenirs. C'est la mémoire qui aide à se souvenir, puis c'est ça qui est vivant. Fait que, généralement, les gens cherchent dans un rayon assez proche de leur domicile ou vont devoir quitter pour des raisons de santé, parce que si, mettons, qu'on cherche un centre d'hébergement de soins de longue durée, bien, il n'y en a pas à tous les coins de rue des CHSLD. Fait que quand tu deviens malade, de toute façon, la petite marche à la rue, elle va être un petit peu plus compliquée à prendre. Sortir devient plus compliqué. Fait que généralement, on va y aller plus pour le confort du soin que le confort de l'environnement. Il y en a qui vont dire, bon, ben nous autres, on veut avoir des places tranquilles, puis il y en a d'autres qui veulent voir des places animées. Puis moi, ça me fait toujours rire parce que quand les gens viennent, les enfants viennent pour leurs parents, souvent les gens se projettent dans ce qu'eux aimeraient avoir, puis ils vont me demander, mettons, ben nous autres, on aimerait ça avoir une place pour mon père ou ma mère là, sur le bord de l'eau. Là, le bord de l'eau, c'est génial, le bord de l'eau. Moi, j'aime ça, le bord de l'eau, mais la fin de semaine. Mais le bord de l'eau, là, c'est bien le fun, les fins de semaine, quand tu travailles puis tu es actif. Mais moi, j'ai une maison dans le Bas-Saint-Laurent, sur le bord de l'eau, là, puis j'avais acheté ma maison d'une dame qui a dit « Le maudit fleuve, je t'ai écœuré de le voir. » Fait que puis moi, je dis « Votre maudit fleuve, j'ai hâte de le voir. » Fait qu'elle, là, son maudit fleuve, là, elle le voyait 365 jours par année. Elle était pas au rythme, là. 365 jours par année, mais un bord de l'eau, là, c'est bien le fun quand il y a de l'activité sur l'eau. Mais quand arrive le mois de octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, il n'y a rien sur un bord de l'eau. Fait que ça peut être drôlement plate, un bord de l'eau. Mais moi, si je cherche pour mon père, c'est certain que je vais me projeter dans le bord de l'eau. Alors que beaucoup de gens vont dire, ça a-tu bon sens de mettre des résidences, toi, sur le bord d'une autoroute, à côté d'un hôpital, proche d'une voie rapide, etc., etc. Ben oui, il y a de l'action. Hein? Il y a des autos, ça passe. Le monde aime ça voir des chars. Tout le monde a des chars. Fait qu'on voit des chars. Une fois de temps en temps, tu peux quasiment être chanceux puis voir un accident. Ça, c'est le fun en Titi. Ça fait de quoi jaser de voir un accident. Après ça, mais c'est de la vie, ça. Voir du monde faire du jogging, voir du monde prendre une marche, voir du monde s'engueuler. C'est ça, la vraie vie, c'est de voir du monde en interaction, pas un foutu bord de l'eau qui se passe rien pendant 8 mois de temps. Puis, fait que ça ici, un endroit tranquille ou animé, c'est une chose. Aussi, il y a des gens il y en a des gens qui sont le fun dans la vie, puis il y a du monde qui sont plates. Fait que si tu obliges quelqu'un de plate à se tenir avec quelqu'un de fun et vice-versa, ça ne marche pas. Fait qu'il faut aussi aller en fonction du type de résidence que vous voulez avoir. Et puis, je faisais une visite avec un monsieur il y a quelques années, puis je lui montrais une résidence de luxe à Montréal, puis j'ai regardé, il y a un bowling ici. Puis lui, il dit, ouais, les gens doivent avoir du fun. Ouais. Après ça, il dit, il y a un pool. Ah oui,
Les gens doivent avoir beaucoup de plaisir. Après ça, il y a une piscine. Ah, les gens doivent avoir vraiment du plaisir à faire. Il dit, puis vous vous dites les autres, mais vous voulez faire quoi? Ben, il dit, moi, ça ne m'intéresse pas, cette affaire-là. Fait que là, je dis, bon, d'abord, vous n'êtes pas pour venir payer, c'est une affaire comme 2500 $ par mois, pour dire que les gens vont avoir du fun. Finalement, évidemment, ça a fini comme ça avait commencé. Ça a fini, bien, monsieur, restez chez vous. Puis il était bien content, puis c'était la bonne solution pour lui. Mais lui, il ne se sentait pas là-dedans. Mais il y en a aussi des fois qui vont vouloir avoir ce kit-là d'environnement de service, mais juste de voir les autres participer, ça les rend heureux. C'est comme si les autres participaient. C'est comme si vous allez voir du monde, des fois, ça danse, là, puis tout ce qu'il fait, il reste sur le bord, puis il cogne du pied. Puis qu'est-ce que tu as fait? J'ai dansé toute la soirée. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Ah oui? Oui, j'ai... Mais je t'ai pas vu bouger. Non, mais j'ai dansé. Fait que, à ce moment-là, le fait que les autres dansent, ça faisait de l'activité pour lui. En projection. C'est une... En projection. Oui. Fait que ça, c'est vraiment les besoins. L'emplacement, le choix de la résidence, c'est bien important. La proximité des enfants. Bon, il y en a qui vont dire, moi, je vais être proche de mes enfants. Des fois, il faut poser la question aux enfants aussi. Est-ce que vous voulez avoir votre parent proche de vous? Ça, c'est un autre paire de manches. Mais, puis des fois, ça dépend aussi. Parce que ça j'en ai vu des chicanes là-dessus. Parce que, puis je vais peut-être, je vais pas être pas gentil avec les garçons, là, mais c'est plus les filles qui ont une attache avec les parents que les gars qui ont des attaches avec les parents. Mais ce que j'ai remarqué souvent, par exemple, c'est que tu as un frère ici, tu as 4 sœurs ici, le parent est là, puis il dit, moi, je veux me rapprocher de mon gars. Mais lui, le gars, là, il va jamais. Puis les 4 filles sont obligées de se déplacer parce que le gars, il a gagné. Mais fait que ça, c'est arrivé souvent. Fait que les enfants, ça prend un bon dialogue pour savoir, c'est bien beau être proche, mais qui c'est qui fait les démarches? Fait que, puis il faut avoir le courage de dire les vraies affaires. Évidemment, depuis les dernières années, les centres commerciaux, là, avant ça, il y avait la proximité de l'église. Hein, ça, c'était super. Là. Après ça, c'est devenu la proximité de l'hôpital. Puis maintenant, c'est la proximité du centre d'achat. Fait que là, c'est la nouvelle Mecque, c'est le centre d'achat. Fait que tous les résidences se construisent alentour des centres d'achat. On parle des transports en commun. Les transports en commun, là, c'est bien cute d'être proche du métro ou des autobus, là, mais bien honnêtement, là, je vois rarement des personnes âgées me demander on va prendre le métro, on va prendre l'autobus. Fait que c'est un élément à considérer peut-être pour Montréal, là, forcément. Puis même à ça, là, j'ai des réserves. Bon. Après ça, bon, évidemment, ça va être quel type d'habitation? C'est certain que si vous avez été dans une maison ou un grand appartement pendant toute votre vie ou une grande partie de votre vie, puis que vous quittez votre maison, vous irez probablement, puis votre état de santé est correct, vous irez probablement pas en chambre et pension, là. Puis une personne qui a une maison, elle ne va pas se retrouver. Non plus dans un 3,5, là. Un 3,5, c'est une chambre. Puis c'est à peu près, quand il est grand, il y a à peu près 650 pieds carrés. Fait que si vous partez d'une maison de 2500 pieds carrés, là, essayez pas de fitter ça dans 500 pieds carrés, ça ne marche pas. Fait que, puis ça, j'en ai vu souvent arriver, puis dire, bon, ben on va faire venir le déménageur, puis on prend tout ça, là, gros de même, puis on va le faire rentrer dans le gros comme ça. Ça fait un décor affreux, puis ça ne marche pas. Fait que, il faut vraiment faire attention, le type d'habitation que vous allez choisir. Fait que, généralement, quelqu'un qui va partir d'une maison va aller dans un 4,5 ou un 5,5. Il n'y en a pas beaucoup des 5,5 là, au Québec, dans les résidences, parce que c'est quand même assez dispendieux, puis en plus, c'est quand même assez grand. Fait que les gens, généralement, ils vont vouloir diminuer un peu. Fait que les gens vont partir d'une maison, vont aller dans un 4,5, surtout un couple. Un couple, un 3,5 ou un 4,5. Un grand 3,5, ça va. Un 4,5, c'est de best. J'ai vu des couples dans des 2,5, mais ça prend de l'amour en titi parce que c'est pas grand, ça. Un 2,5. Après ça, bien évidemment,
on parle des appartements versus une chambre, on comprend qu'une chambre, c'est une chambre. Hein? Fait que, alors qu'un appartement, ça va être la possibilité de continuer à faire vos repas avec poêle, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, peut-être une ou deux salles de bain, dépendamment du luxe que vous prenez, mais vous reprenez les standards de vie que vous aviez dans votre maison ou votre appartement. Puis ça se trouve être une résidence de type appartement, alors qu'une chambre et pension, bien là, c'est une chambre. Elle peut être grande, elle peut être petite, mais ça reste une chambre pareille. Et puis, toujours tenir compte aussi que dans une résidence, quelqu'un qui s'approprie la maison aussi, parce que c'est pas juste un appartement de 700 pieds carrés ou 800 pieds carrés. Quand il y a 20 000 pieds ou 30 ou 50 000 pieds d'espace commun, votre appartement, il se trouve être 50 700 pieds carrés. Pas 700 pieds carrés, mais 50 700. Fait que quand on explique à quelqu'un, puis ça commence à rentrer, fait que il ne faut pas voir ça, puis c'est pour ça que ça coûte plus cher que de vivre dans un appartement ordinaire. Mais si vous ne vous appropriez pas le reste des espaces, puis que vous restez toujours dans votre chambre ou dans votre appartement, c'est sûr que vous allez trouver que ça coûte cher. Mais vous avez un super véhicule, puis vous allez toujours faire votre épicerie à pied, puis vous faites tout à pied, vous allez trouver que ça coûte cher, une auto. Ben oui, c'est sûr, mais prenez ton char. Fait que c'est la même affaire au niveau d'une résidence, utilisez les services qui sont là. Sinon, ben allez-y pas parce que vous allez payer pour rien, ou bien soyez conscient que vous allez payer pour rien. Bon, évidemment, qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut-tu avoir une salle à manger? On veut-tu avoir les repas inclus? Ou on veut-tu les repas à la carte? Parce qu'il y a différentes formules. Aujourd'hui, là, messieurs, mesdames, des formules d'habitation, là, il y en a de tous les prix pour tout le monde. Il y a des inclus, exclus, 15 jours par mois, 15 repas par mois, 30 repas par mois, des plans repas 60 par mois, 90, à l'unité, des invités. Ce que vous voulez comme formule, vous êtes capable de vous le bâtir vous-même. Fait que c'est quasiment une liste d'options, là. Puis il y en a que c'est des options. Puis il y en a d'autres qui disent non, nous autres, là, ça inclut 3 repas par jour, ça inclut le ménage, ça inclut le lavage, etc., etc. Puis dites-vous une affaire, plus ça inclut de services, plus il y a une relation avec la perte d'autonomie possible. Parce que généralement, là, quand c'est tout packagé ensemble, là, ça veut dire que généralement, c'est pas comme mon père qui est écœuré, là. C'est plus que il est plus en perte d'autonomie. Puis encore là, il faut faire attention, là, mais plus il y a des services inclus dans le coût de votre loyer, regardez la clientèle qui va être là, parce que généralement, c'est un signe peut-être avant-coureur que la résidence va être un petit peu plus pour des gens plus vieux ou du moins autonomes que vous l'êtes. Après ça, bien évidemment, les commerces sur place maintenant, dépendamment des résidences, il y en a qui ont une panoplie de commerces, ça ne finit plus. Vous avez juste à voir le listing de ces grandes résidences-là avec des pharmacies, des restaurants, dépanneurs, salons de coiffure, salon de massage, salon de... En tout cas, on a tout inventé, cave à vin, etc., 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 là. Puis c'est pas nécessairement parce qu'ils ont tous ces services-là que nécessairement c'est beaucoup plus cher qu'une autre. Ça va être la taille de la résidence qui va faire qu'à un moment donné, il y a des économies d'échelle. Puis ça devient logique d'avoir de plus en plus de services. Puis, bien, c'est à vous à faire des calculs, de savoir comment ça coûte. Puis dans cette industrie-là, un peu comme dans n'importe quelle industrie, vous en avez toujours un peu pour votre argent. Fait que c'est pas compliqué. Généralement, plus tu payes cher, plus tu as du service. Puis moins tu payes cher, mais moins tu en as. Mais des fois, dépendamment du type de service que vous avez de besoin, il s'agit de vraiment faire le calcul de la bonne façon. Évidemment, une nouvelle résidence va avoir une tarification plus chère qu'une ancienne résidence. Des fois, les anciennes résidences vont avoir des appartements plus grands que les nouvelles, parce que là, aujourd'hui, on essaie de diminuer les coûts. Fait que en diminuant les coûts, on a fait des appartements un petit peu plus petits. Fait que c'est vraiment une question de marchandage pour trouver la bonne solution.
Évidemment, au niveau des soins, si ça arrive que vous avez besoin d'une résidence de soins, bon, bien là, c'est de regarder le type de personnel qu'il y a sur place, la fréquence aussi au niveau des services infirmiers. Évidemment, quand vous êtes dans un CHSLD puis que vous avez besoin de plusieurs d'heures soins par jour, bien, généralement, la structure de soins est quand même assez appropriée. Puis il faut faire bien attention, là. Quelqu'un qui va dire qu'il offre des soins à 2500 alors que l'autre offre la même qualité de soins ou la même quantité de soins à 4000, mettons, là, 2500, 4000, là, il y a un problème. Okay? Il est simple, le problème. Vous ne pouvez pas sauver sur le chauffage. Vous ne pouvez pas sauver ses taxes. Vous ne pouvez pas sauver sa nourriture. Il y a des limites. Fait que où tu sauves, c'est sur le personnel. Fait que quand tu baisses le prix, c'est pas compliqué. Ce qui coûte cher dans l'industrie des soins, là, c'est le personnel. Fait que tu veux faire un bargain, pas de trouble. Mais attends-toi à avoir un personnel qui va être pas moins bon. Il va tout simplement en avoir moins. Fait que puis quand tu es malade, puis tu as besoin de soins, c'est du monde qui vont vous offrir les soins. Fait qu'il n'y a pas de bargain dans les soins. Si ce n'est que de couper sur la qualité, un peu la qualité du personnel, mais surtout la quantité de personnel. Ça, les taux d'intérêt sont les mêmes, les taxes, c'est les mêmes affaires, c'est tout pareil, sauf le personnel. Bon, aussi le budget. Ça, il y en a qui disent combien il faut que... J'ai jusqu'à quelle heure, moi, là? Jusqu'à 6 heures? OK. Ou soit vous êtes bien intéressé, puis vous ne partez pas, ou vous êtes endormi, fait que ça ne peut pas partir. Fait que, OK, le montant, le budget, ça c'est la question. Il y en a qui me disent, c'est combien qu'il faut mettre pour aller en résidence en termes de pourcentage de mon revenu? Ça, j'en ai pas de réponse pour vous. Parce que quelqu'un, puis ça va être bien différent d'une personne à une autre. Souvent, dans l'industrie des banques, là, peut-être qu'il y en a que ça fait longtemps qui ont entendu parler de ce chiffre-là, là, mais en tout cas, je vais le remémorer. Il disait, mettons, il ne faut pas que tu dépenses plus que 30 % de ton revenu pour une hypothèque. Fait qu'il y en a qui ont dit, hey, il ne faut pas dépenser plus que 30 % de notre revenu pour le logement. Au niveau des personnes âgées, là, j'entends. Ça n'a pas de bon sens, ce chiffre-là. Parce que ce chiffre-là de 30 % là, si jamais vous l'entendez, là, ça tient compte d'une jeune famille ou d'une personne qui est seule, qui a à se bâtir une vie, qui peut avoir un enfant, qui va devoir changer d'auto, qui peut perdre sa job. Alors que pour une personne âgée, elle ne peut pas perdre sa job, un retraité, elle n'a pas de job. Fait que ça, c'est réglé. Fait que ce risque-là, là, il n'existe pas. Fait qu'après ça, d'avoir un enfant, je n'ai pas vu ça souvent. On a vu des mariages dans les résidences, mais on n'a pas vu de naissance à date. Fait que ça aussi, c'est un autre élément qui ne marche pas. Fait que le pourcentage va être plus élevé. Puis il y en a aussi que durant toute leur vie, ils vont avoir fait des voyages, puis ils vont dire, moi, là, maintenant, là, je ne voyage plus. Fait que mon budget voyage, là, je le mets à l'intérieur de mon logement. Il y en a d'autres qui ont dit, moi, là, je me suis restreint toute ma vie, maintenant, je dépense. Fait que, il y en a un autre qui va avoir une grosse maison, puis il va dire, bon, bien, lui, là, on pourrait penser qu'il va vouloir avoir une grosse résidence avec un gros logement. Il va dire, non, moi, là, des grosses affaires, j'en ai eu toute ma vie, moi, je suis écœuré, je vais me prendre un 1,5. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Ça veut dire que lui, là, puis c'est pas une question économique, fait que lui, il va peut-être dépenser 15 % de son logement, de son habitation, en fonction de son revenu, puis un autre va dépasser 70 %. Qui a raison, là? Les deux ont raison. Mais il s'agit de savoir calculer exactement combien ça coûte, puis d'être capable de le faire sur une période de long terme. Est-ce qu'il y a une moyenne qui est établie pour ça? Il n'y en a pas de moyenne. Il n'y en a pas de moyenne. J'ai des gens... Ce qui est bien important, ce n'est pas d'être organisé de même, là, puis d'être squeezé, là, puis de commencer à dilapider son argent quand tu es bien autonome, puis que... tu sais, moi, j'ai vu des gens là, qui sont venus, mais ils ont dit ah, on va arriver.
Colin, on va arriver. Ça ne marchera pas, là. C'est parce que si vous êtes serré, si vous m'avez dit toute la vérité, parce que des fois, vous ne dites pas toute la vérité, hein? Fait que, au niveau des finances, surtout, là. Fait que quand on connaît le vrai budget, on est capable de pouvoir conseiller à une personne de ne pas dépasser. Mais ça dépend aussi des autres affaires. J'avais une femme, puis vous allez rire, là, mais c'était pas drôle. La femme, elle buvait du coke. Mais elle buvait en maudit du coke. J'ai jamais vu boire quelqu'un autant de coke, c'était une maladie. Elle buvait 2-3 cokes par jour. Mais 2-3 cokes par jour, 365 jours par année, elle avait un budget coke. Fait que c'était épouvantable. Ça lui coûtait une fortune. Un autre va avoir un budget cigarette. Un autre va avoir un budget casino. Un autre va avoir un budget petits-enfants. Un autre va avoir... Fait que je ne le sais pas, moi, le budget, là. Mais quand vous donnez des conseils aux gens qui vous consultent pour une résidence et que vient à un moment donné la question du coût, Oui. à ce moment-là, vous quand même, est-ce que vous allez dire, écoutez, approximativement, ça pourrait peut-être prendre pour vous, ça pourrait prendre 35% de votre revenu? On ne calcule pas ça de même. On va le regarder. On va tenir compte on va tenir compte on va tenir compte de ses revenus, on va tenir compte de ses actifs, on va tenir compte d'un paquet de son autonomie, parce que si on voit que la personne est en perte d'autonomie, c'est sûr que ça ne sera pas pareil. On va tenir compte aussi de son désir d'en laisser en héritage. Il y en a d'autres qui disent, nous autres, on ne donne rien, puis c'est correct. Puis il y en a d'autres qui disent, on va tout donner, puis c'est correct aussi. Moi, c'est pas un jugement de valeur là, que je fais là. Je dis, qu'est-ce que vous voulez faire pour vous? Puis il y en a d'autres qui vont dire, on va en donner aux enfants. Les enfants, ils disent, hey, non, regarde, nous autres, on ne veut pas une scène. Fait que, prends le bucket, là, vide-le au complet. Fait que c'est bien relatif d'une personne à une autre. Il y a un train de vie. Sont-ils en couple? Sont-ils seuls? Est-ce qu'il y en a un des deux qui n'est pas autonome? Parce que le drame qui arrive, c'est que tu arrives dans une résidence, là, il y en a un qui est autonome, puis l'autre, il ne l'est pas. Puis que là, ils ne peuvent pas vivre au même endroit. Ça coûte cher, ça. Parce que lui ou elle a son appartement, puis l'autre est en CHSLD. Fait que là, tu fais, mettons, 1500 plus 3500 plus 4000. Fait que tu es rendu à 5000 par mois. 5000 par mois, pendant 60 mois, pendant 12 mois, c'est 60 000. Puis pendant 3 ans, bien, c'est 180 000. Mais il y en a qui ont un moyen de se payer ça. Celui qui est propriétaire d'une maison, là, on a fait juste un petit calcul rapide, là. On a calculé. Puis là, c'est certain que ça ne s'adresse pas à tout le monde, ce que je vais dire là. Mais on a calculé qu'une personne qui rentrait à 80 ans dans une résidence, qui restait 7 ans, j'avais dit la moyenne, c'est 6,2, j'ai mis à 7. J'ai mis un loyer, je pense, de 1700. J'ai pas mis. J'ai dessus mon exemple. Je ne veux pas dire des chiffres en l'air, là. Mais je pense que je vais les dire en l'air pareil parce que je ne les ai pas. Mais ça revenait à peu près à 500 $ par mois pour une personne. Au bout de 3 ans, j'y rajoutais un repas par jour. Au bout de 4 ans, j'y en mettais un 2e repas par jour. Puis au bout de 7 ans, je l'envoyais dans un CHSLD pendant 3 ans à 6 000 $ par mois. Fait que j'ai pas mis des chiffres là, qui n'étaient pas réalistes. Là. J'ai dit, cette personne-là va se payer la totale. J'ai mis une inflation de son coût de loyer de 2,5 % par année. Fait que j'ai pas mis 0, là. Fait que cette année, il paye X. L'année prochaine, il va payer 2,5. J'ai ramené ça en dollars aujourd'hui, là. À 80 ans, combien il faudrait que cette personne-là ait comme actif? Pas comme revenu, comme actif. Ça revenait à peu près à 350 000 $. Vous allez dire, c'est beaucoup. Mais je n'ai pas donné de rendement sur l'actif. Fait que c'est peut-être 325 000. Vous allez dire, oui, c'est énorme. Mais il y a beaucoup de monde. Puis là, je ne tiens pas compte des revenus, là. C'est comme si cette personne-là, elle avait 0 revenu, elle a juste un actif. Il y a beaucoup de monde au Québec qui l'ont, cet actif-là. C'est pas tout le monde, là. Je ne veux pas choquer personne, là. Mais celui qui a une maison, généralement, il n'est pas loin, surtout s'il est dans la région de Montréal, il n'est pas loin de cet actif-là.
Puis je ne tiens pas compte de tous les autres actifs et de tous les autres revenus. C'est comme si cette personne n'avait aucun revenu, aucun actif. À 80 ans. Dans des soins de longue durée à 6 000 par mois. Pendant 3 ans. Fait que là, si elle va en public, ça va y en coûter 1 700, 1800. C'est le tiers du prix. Fait que quand on commence à calculer, des fois, là, on fait cet exercice-là avec du monde. Je ne le fais pas avec n'importe qui, cet exercice-là. Mais on va le faire pour dire, écoutez, on peut-tu regarder probablement le pire des scénarios? Puis si le pire des scénarios, il fait du bon sens, bien arrêtez de vous casser la tête, là. Le pire des scénarios marche. Fait que les autres doivent marcher si le pire fonctionne. T'sais? Puis si tu n'es pas chanceux, bien si tu es chanceux, puis tu vas vivre jusqu'à 100 ans, bien là, peut-être que tu n'auras pas besoin des CHSLD, ou peut-être que tu n'auras pas besoin d'un appartement avec des repas. Fait que rien ne se crée, rien ne se perd là-dedans. Mais des fois, de faire l'exercice, parce que les gens disent tout, il faut être multimillionnaire pour aller là-dedans. C'est pas vrai, là. Il y en a qui sont multimillionnaires qui habitent là, mais il y en a qui ne sont pas multimillionnaires, puis ils habitent là aussi, puis ça va très bien, leur affaire. C'est certain que pour quelqu'un qui a toujours été à loyer, cet actif-là, s'il ne l'a pas fait fructifier dans quelque chose d'autre, bien là, c'est plus difficile. Mais quelqu'un qui est propriétaire, en tout cas, puis je vous dis, là, sans aucun autre revenu, tout le monde a des revenus. Si vous êtes à loyer ou si vous êtes propriétaire, vous avez un revenu pour payer votre maison ou votre loyer. Là. Fait que j'ai tenu compte que cette personne-là, elle avait 0 revenu, ni privé, ni de l'État. Fait que ça marche un peu. Ça va-tu pour l'explication? Oui. Il y a quand même des pauvres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pauvres. Oui, mais ce que je veux dire, là, c'était pour répondre à la question. Malheureusement, il y en a, parce qu'on parle de résidence privée ici, là, il y en a qui ont les moyens de se l'offrir, puis il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens de se l'offrir. C'est bien plate, mais c'est ça. Puis moi, là, je ne suis pas en train de dire que c'est mieux ou que c'est moins bon. Moi je vous explique la situation telle qu'elle est, puis pour répondre à monsieur, il disait, le budget, bien, quand on va s'asseoir avec quelqu'un, on va lui dire, vous avez les moyens, ou vous n'avez pas les moyens, ou bien vous avez les moyens, mais de tel type de résidence plutôt que tel autre. Puis après ça, bien, on va trouver des solutions. Puis s'il n'y a pas de solution, on va orienter cette personne-là vers des ressources qui existent. La Ville de Montréal a des résidences pour les gens à plus faible revenu, fait qu'on ne va pas la laisser en plan. On peut l'aider, mais c'est certainement pas une ressource privée qui va être en mesure de pouvoir l'accepter, dépendamment du niveau de service que cette personne-là va avoir, puis du niveau de soins aussi. Mais généralement, on réussit à trouver, en autant qu'on a les bonnes données. Fait que, puis des fois, il peut y avoir de l'aide de la famille aussi. Ça, c'est des choses qu'on va discuter avec la personne. Mais c'est vraiment du cas par cas. Ça va? Y avait-il une autre question ici? Oui. Pardon? 5h15. Oui, monsieur, vous avez mentionné tout à l'heure, c'est 6 000 $ par mois. J'ai pris l'exemple. L'exemple que j'ai pris 6 000 oui, vous par avez mois. donné un exemple. Mettons l'exemple de 6 000 $ par mois. Oui. Multiplié par 12 mois, c'est 72 000. 72 000. Oui. Vous avez dit que quelqu'un qui n'a pas de revenus, mais qui a une maison. Oui. À ce moment-là, combien d'années peut vivre avec 72 000 $ par année? 2-3 ans? Pas beaucoup. Ben, mais, ça dure longtemps, qu'est-ce qu'il va faire? Non, mais madame, ce que j'ai pris comme exemple, là, j'ai pris un exemple pour faire réfléchir les gens sur la capacité de payer ou la volonté de payer, puis un actif. Généralement, en centre d'hébergement de soins de longue durée, la moyenne de vie d'une personne en CHSLD au Québec, c'est 838 jours. On va le mettre à 1000 jours. C'est une moyenne, là. T'sais? Puis ça, je l'ai mis à 6 000 $ par mois. Ça n'empêche pas qu'une personne peut aller au secteur public au bout d'1 an ou 2, puis ça va lui coûter 1 800 $ par mois. Fait que si je faisais les chiffres avec 2 000 pour faire un calcul rapide, au lieu de 6 000, puis qu'elle était en public, bien, ça coûterait 3 fois 24 000, parce que c'est 2 000 par mois, ça reviendrait à 72 000 par année pour 3 ans. Fait que là j'ai pris des exemples, là, démesurés, exagérés,
pour être capable de dire, ah, ça n'a pas de bon sens, mais je l'aurais le 2000, par exemple. C'est pour ça que je vous dis, ce genre d'exercice-là, je ne peux pas le faire avec lui, je ne peux pas le faire avec madame à côté, on le fait individuellement. Puis des fois, on va provoquer des réactions pour dire, un peu comme je l'ai fait avec vous, là, pour dire ça n'a pas de bon sens. Permettez-moi de demander une autre question. Oui. L'autre question, c'est que vous conseillez de planifier tous les détails tout à l'heure. Selon vous, quel est le moment il faut planifier? À partir de quel âge il faut planifier pour avoir, une retraite décente, de vivre dans des places comme ça? Je ne veux pas parler de planification de la retraite parce que je ne connais pas ça, là, mais je veux plus de planifier sa vie en résidence, parce que c'est ça l'objectif de la rencontre. Moi, je veux dire ça, c'est ça ce que je veux dire. OK, en résidence. Écoutez, c'est pas compliqué. Il n'y a personne qui a une boule de cristal. Il y en a qui vont aller en résidence qui sont très, 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 très autonomes, mais parce qu'ils veulent avoir une vie active puis continuer à se développer des relations d'amitié avec d'autres personnes. Fait que à cette personne-là qui vit seule puis qui se morfond, on va lui dire, regardez, là, c'est pas pour les soins que vous y allez, c'est pas pour la sécurité, c'est pour votre bien-être social. Pour votre... le bien-être social. C'est pour l'environnement social. Je vais changer mes mots, là. Il faut faire attention. C'est enregistré, en plus. Fait que c'est pour l'environnement social. Fait qu'elle, peut-être qu'elle va y aller un petit peu plus tôt. Mais ce qui est bien important, là, c'est que, puis malheureusement, l'image qu'on s'est faite, des fois, est plutôt négative. Mais dites-vous une chose, c'est mieux de faire votre démarche un petit peu avant que la journée trop tard. Parce que l'humain étant ce qu'il est, là, si vous êtes en relation avec des amis, puis que vous avez... Bon, je vais prendre un exemple, là. On est tous des chums ensemble. Puis il y en a un qui devient paralysé ou qui devient en chaise roulante. Lui, là, c'est un de nos amis qui en a perdu. OK? Si on est tous ensemble, puis arrive quelqu'un en chaise roulante ou un peu paralysé, on ne regardera pas de la même façon. L'humain, il est fait de même. Fait que c'est un ami qui en repère versus une personne qui a un handicap. Il y a déjà là, la communication va être plus difficile, puis je pourrais vous raconter des exemples personnels j'ai un ami, entre autres, qui est handicapé. Fait que c'est pas le même regard qu'on a à ce moment-là. Fait que la personne qui rentre un peu plus jeune puis qui vieillit au même rythme que les autres, ça devient plus facile de continuer à une relation d'amitié que si elle attend à la dernière minute, là, puis là, il arrive que là, il y a un problème de santé, là. Socialiser, ça va être plus difficile pour elle. Sortir, ça va être plus difficile pour elle. Elle va venir qu'à s'isoler. Mais c'est quand le bon moment? On n'a pas de boule de cristal qui le dit. Puis il y en a d'autres qui vont étirer jusqu'au maximum, puis c'est correct. Puis il y en a qui ont un réseau social fort, qui ont une famille qui est proche d'elle, puis qui est capable de pouvoir l'aider. Comme je vous dis, la moyenne d'âge des gens qui rentrent en maison de retraite, c'est aux alentours de 78-80. Mais j'en ai à 75, puis j'en ai à 85 qui rentrent. Puis il y en a à 90 qui disent « c'est une gang de petits vieux, moi, ça ne m'intéresse pas ». Puis il a raison, ça ne l'intéresse pas. Puis c'est vrai que c'est des gens âgés, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Lui, ça ne l'intéresse pas. Puis il dit « moi, là, c'est pas ça que je veux ». Bon, bien, parfait. Puis il y en a un autre qui va rentrer. J'en ai un type qui a loué à 54 ans. Il a dit « moi, c'est parfait ». Ça, c'est parfait. Moi, j'ai plus de troubles, j'ai plus rien à entretenir. Moi, des personnes âgées, c'est tranquille, ça va être génial. Il va pouvoir, tu sais, c'est parfait. Il y avait un golf en face, fait qu'il pouvait aller jouer au golf. Il dit ça, c'est une maison pour personnes retraitées. Hey, c'est parfait pour moi. Bon, lui, c'est une exception. Puis M. Wilkie, qui a 98 ans, puis je le nomme parce que c'est un ami de la famille. Lui, il dit, moi, quand j'irai en résidence quand je serai vieux. Hey, il avait 98. Tu sais. Fait que, mais il n'est jamais allé en résidence. Fait qu'il est décédé avant. Puis, fait que j'ai les deux exemples. Là. Bon, rapidement, les catégories, on en a parlé tantôt. Au niveau des prix, ça, c'est sûr que ça va vous intéresser. Fait que
quand on parle d'un studio, là, on parle d'un studio, donc c'est comme un 3,5 ou un 4,5, c'est un appartement avec sa cuisine, mais tout est plus petit là-dedans. Fait qu'on a utilisé le mot cuisinette, là, parce qu'on s'entend que c'est une cuisinette. Puis ça va être un mini-réfrigérateur ou un petit poêle de 24 pouces. Généralement, c'est tout un peu plus petit. Les prix vont varier entre 800 et 1 300 $ par mois. Puis quand les prix que je vais vous donner, là, encore là, ça dépend des résidences, mais généralement, c'est chauffé et éclairé avec le câble inclus, plus les activités. Est-ce que la chambre à coucher est fermée? Non. Un studio, là, c'est tout ouvert. Fait que quand si vous faites ça de même, là, vous avez vu tout votre appartement. Pardon? Les meubles? Bien, le 2,5, là, ouais, le 2,5, ça, le 2,5, là, faites bien attention parce que, dépendamment, il y en a pour qui un 2,5, c'est une chambre fermée, puis il y en a d'autres pour qui un 2,5, c'est un grand studio, puis il y en a d'autres pour un 2,5, c'est un studio avec un alcôve. Un alcôve, c'est une pièce sur le côté. Fait que, définissez quand vous appelez, là, c'est quoi un 2,5? Parce que les gens, là, moi, j'avais une résidence elle disait que ces 2,5, qui étaient en fait des 3,5, elle les louait au même prix que le 3,5 chez le voisin. Puis je faisais de la consultation pour la résidence parce que le gars, il dit, moi, là, mes affaires vont pas bien. Fait que, écoute, je comprends pas, là. Vos prix sont compétitifs. Puis à un moment donné, je me suis mis à écouter la conseillère. Elle dit, mes 2,5 sont tel prix. Mais lui, les 2,5, c'est un 3,5. Mais le 2,5 du compétiteur, c'est un vrai 2,5. Fait que là, il ne comparait pas des pommes avec des pommes. Fait que j'ai dit, écoute, le problème ne vient pas de ton produit, il vient de ton monde. Vous dites pas les bonnes affaires. Fait qu'un 2,5 puis un 1,5, là, en général, là, c'est quasiment à peu près pas mal la même affaire. Quand on parle d'un 3,5 ou d'une chambre fermée, là, à ce moment-là, là, c'est une chambre à fermer, c'est couché avec une fenêtre. Hein? C'est bien important parce qu'un 3,5, pour qu'il se définisse comme une chambre avec une porte, il faut qu'il y ait une fenêtre dans la chambre. Ce n'est pas juste une ouverture. Puis en plus, ça va varier les 3,5 entre, mettons, 525 pieds carrés jusqu'à 750 pieds carrés. Puis dans les prix, ça va être quasiment du simple au double. Excusez, juste une petite question, justement, pour la fenêtre dans la chambre. Oui. La fenêtre doit obliger à quoi avoir? Ouvrir? Oui. Oui. Pour qu'on définisse un 3,5, là, une fenêtre, il faut que ça s'ouvre. Oui. C'est pas un bay-window, là. Ça peut être un bay-window, mais il faut qu'il y en ait une qui ouvre. Alors, écoutez, moi, quand je vois le prix d'un 4,5 à presque 2800 $, je me dis, est-ce que c'est le Château Frontenac, ça? Non. Non? Non. Mais vous avez des services, parce que, écoutez, là, je compare, par exemple, au Jardin Mylène. Vous connaissez le Jardin Mylène? C'est à peu près pour un 4,5 au Jardin Mylène, ça peut être autour de 2500. Puis vous savez, les services qu'il y a au Jardin Mylène, je pense que c'est une résidence de luxe. Alors, Non, sûrement pas dans les prix moyens. Ben, non, j'ai jamais... 1600 et 2008. J'ai jamais dit que c'est un prix moyen, là. Non. Entre 1006 puis 2008. Ouais, 2000, ben, c'est sûr, vous avez quand même une gamme là, assez étendue. Alors, mais j'ai pas voulu insulter personne parce que j'en ai un à 3002 là, que je connais. Fait que là, il dit 3002, il dit là, c'est exagéré. Non, mais il y en a, mais il y a la grandeur aussi. Oui. Moi, j'ai un auto. D'accord. J'ai un auto. Elle m'a coûté 100 000 $, mon auto. Ah ben là, ouais. Ouais. Ben non, mais... C'est une Porsche. Puis vous avez dit, moi, j'ai un char à 10 000. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais j'ai pas un char à 100 000, là. Il est 200 000. Non. Mais ce que je dis, là, c'est qu'il faut définir le produit. Parce que vous avez des petits 3,5, vous avez des petits 4,5, vous avez des 4,5 avec 2 salles de bain. Fait une salle de bain, une salle d'eau. Vous avez des 4,5 aussi qui vont avoir une vue magnifique. Il y a d'autres appartements qui n'en ont pas. Il y en a qui sont neufs. Il y en a qui ont des comptoirs en granit. Il y en a qui ont laveuse, sécheuse, poêle, réfrigérateur inclus. Fait que, ben tourbillon. Fait que j'en ai, là. Ça va du simple. Je vous dis, là, j'en ai des 4,5. J'ai vu des appartements 4,5 en région à 3 500.
Là, vous allez dire, c'est cher en Titi. Eh oui, c'est cher. C'est vrai que c'est cher. Il y a des services, mais son appartement, il y a 1400 pieds carrés. Ah, c'est ça. Fait que, c'est pour ça que je vous dis, il y en a, moi je vous donne, je vous ai mis, il y en a peut-être un petit peu en bas de 1600, puis il y en a un petit peu en haut de 2008. Mais j'ai mis la norme pour vous dire que ça se magasine un peu difficilement, par exemple. Hein? C'est pas une affaire que, s'ils demandent, mettons, 1600 pour un 4,5, essayez pas de l'avoir à 1500. Parce que les financiers, ils ne calculent pas de même. Ils vont autant vous donner un mois de loyer, mais jamais ils vont baisser le prix. Parce que quand ils baissent le prix, là, je vais vous donner un petit cours de finance accélérée, là, ça baisse la valeur de l'immeuble, puis ça baisse le financement de l'immeuble, puis ça baisse le rendement aux investisseurs, etc., etc. Fait que des baisses de loyer, c'est bien rare qu'il y en a. Des nananes, des repas gratuits, des stationnements, des bebelles de même, oui, mais des baisses de loyer, là, c'est bien difficile. Bon, on a parlé tantôt de chambre et pension. C'est moi, monsieur. Oui. Laveuse-sécheuse n'est pas là-dedans, là. Entrée laveuse-sécheuse, je veux dire. Ah, bien, il y en a, oui, oui. La majorité des 4,5, là, Oui. des appartements ont l'entrée laveuse-sécheuse maintenant. OK. Puis C'est un standard. Là. C'est standard. Bien, c'est standard. C'est quasiment standard, oui. Puis l'eau chaude est incluse? Oui. OK. Généralement, les loyers, là, quand on regarde une maison de retraite, là, une résidence, c'est l'électricité, le chauffage, l'eau chaude, le câble. Ça, c'est ça, là. Puis on commence à rentrer le téléphone maintenant, là, parce qu'il y a des forfaits de téléphone, là. Mais ce que je vous ai nommé, à part le téléphone, là, puis l'entrée laveuse-sécheuse. Maintenant, la différence, souvent, une résidence et une autre, c'est qu'ils vont fournir des électros ou ils ne les fourniront pas. Fait que c'est là que ça varie un peu. D'autres vont inclure un repas. Certaines résidences ne vont pas l'inclure. Fait que ça... Mais pour ça, je vous dis, là, je vous dresse un portrait général de l'affaire. Ça va-tu? Oui. Merci, monsieur. Maintenant, chambre et pension, pension familiale. Bon, excusez. Bon, la même affaire pour une chambre et pension de 900 à 2000. Encore là, c'est pas la grandeur de la chambre va influencer, mais c'est un petit peu plus le service à la personne qui va venir influencer le coût de la chambre. Fait que, généralement, chambre et pension, là, ils vont en faire un petit peu plus. C'est moins calculé que dans les grosses structures, là, où là, il y a une grille à surveiller. La chambre et pension, c'est plus... c'est plus quelqu'un qui ne calcule pas vraiment toutes ses actions à tous les jours. Ce n'est pas nécessairement tout très bien comptabilisé. C'est quelqu'un qui aide une autre personne, puis c'est ça que ça vaut. Alors que dans certaines organisations très structurées, s'ils vont vous donner une aide au bain, bien, l'aide au bain, c'est tant par jour ou tant par fois, puis le médicament, c'est tant de la distribution, alors que dans une petite résidence, on dit, écoute, bien, ça fait partie du service. Bon, OK, parfait. Fait que, la même affaire pour les chambres et pensions familiales, ça revient à peu près à la même chose qu'une chambre et pension, là, entre 900 et 2000, 2002. Puis ça, là, évidemment, dans ces endroits-là, comme pour répondre à madame, ce que vous me demandiez, bien là c'est la nourriture est inclue, les collations, les sorties, les activités à l'intérieur ou à l'extérieur de la résidence, ils vont en cabane à sucre. Généralement, c'est un forfait qui inclut un paquet d'autres services, mais c'est plus petit. Hein? Moi, j'ai une dame qui venait de la Gaspésie. Elle, c'est une femme extraordinaire, Madame Buis à l'époque. Elle et son mari, là, c'était indécent les prix qu'elle chargeait, mais indécent dans le sens qu'elle chargeait vraiment pas assez cher. Puis je dis, Madame Buis, ça n'a pas de bon sens, vous arriverez jamais. Elle chargeait 700, 750 $. Je vous parle de ça il y a peut-être une quinzaine d'années, mais quand même, c'est pas... Elle avait sa camionnette, il allait, écoute, il payait leur billet d'avion pour aller en Floride, mais il louait une maison en Floride. Le coût, c'était pas plus cher. Elle les transportait partout. Il les amenait à la pêche, il les amenait à la cabane à sucre. C'était une chambre et pension. Elle n'aurait pas survécu dans la réforme parce que sa résidence n'était pas appropriée, elle n'avait pas toutes les normes qui répondaient aujourd'hui, mais elle avait le cœur à bonne place.
OK, maintenant, on parlait des ressources intermédiaires, les RI, là. Ça, c'est pour les personnes qui sont en perte d'autonomie, mais en bas de 3 heures soins par jour, ou 2 heures et demie, là, je pense que je ne sais pas exactement, mais c'est le montant maximum qu'une personne va payer en ressources intermédiaires. C'est 1 135 $ par mois. Puis quand c'est un pronostic de plus de 2 ans, donc si c'est moins de 2 ans, puis elle devra quitter, ça va revenir à peu près à 1 135, c'est ce que la personne paie. Si vous étiez dans le même type de ressources en privé, pour ce genre de service-là, vous payeriez à peu près à 2 800 à 3 000 par mois. Ça fait que c'est le tiers du prix. Le CHSLD, le centre d'hébergement de soins de longue durée, en privé, ça va vous revenir entre 2 800 et 6 500 $ par mois. En privé. Mais c'est ça que ça coûte. Si vous allez en public, là, regardez, 1 811 par mois. Hein? Mais le 1 811 par mois, là, c'est les frais. Ce n'est pas les coûts. À l'État, à nous autres, là, tout le monde, ça coûte à peu près 7 000, 8 000 par mois. C'est ça que ça coûte. Mais le frais chargé à l'individu, c'est 1 811. Le maximum. Ça peut être plus bas que ça. Alors qu'en privé, j'ai mis 6 500, là, il n'y en a pas bien à 6 500, mais ça tombe aux alentours de 5 000, de 3 500, 4 000, 4 500. Puis c'est ça que ça coûte. Puis bien honnêtement, il y a beaucoup de propriétaires de résidences privées qui ne veulent pas s'aventurer dans les soins parce que les gens disent « ça n'a aucun bon sens comment ça coûte cher ». Puis ils ont raison de dire que ça coûte cher. Le propriétaire privé, lui, dit « à ce prix-là, là, j'en fais pas. Parce que c'est pas rentable. » Fait qu'imaginez-vous le discours qu'on a, là. À ce prix-là, pour vous, c'est cher. Puis à ce prix-là, c'est pas assez cher. Fait qu'il ne s'est pas vraiment développé de centre de soins de longue durée privé depuis des années parce qu'il y a un disconnect entre le coût réel puis le coût chargé. Fait que quand vous essayez d'expliquer ça à quelqu'un qui, le maximum en public, c'est 1 811, puis ça peut aller jusqu'à 5 000 en privé, bien là, la personne a dit, le privé, vous exagérez, mais c'est parce que si on était capable de faire la vraie analyse des coûts en secteur public, on verrait que les frais sont pas mal plus élevés, les coûts sont pas mal plus élevés que les frais qui vous sont chargés. Est-ce que c'est clair, cette notion-là, ou je vous en ai perdu une couple, là, ici? Juste pour un peu comprendre. Comprendre, oui. Mais quelqu'un qui a les moyens d'aller dans le privé, oui, mais qui va dans le public, est-ce que c'est un maximum? C'est le maximum, ça. Okay. Vous êtes multimilliardaire, là, vous allez payer 1 811. Okay. Vous êtes juste un petit peu plus riche que la moyenne, vous allez payer 1 811. Est-ce qu'il y a des listes d'attente quand même? Vous pointez là? Il y a des listes d'attente, mais c'est pas 25 ans. Là. Ça dépend des régions. Puis il y a de la place de disponible. Il s'est créé les ressources intermédiaires, ce qu'on voyait là, avant, là, ça ici, parce qu'il y avait trop de monde qui attendait un CHSLD. Fait qu'ils sont venus mettre un palier entre ce qui était avant ça, la résidence, puis le centre d'hébergement de soins de longue durée. Ils ont augmenté le nombre d'heures soins dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, puis ils sont venus mettre une sous-catégorie. La sous-catégorie, c'est les ressources intermédiaires. Mais puis c'est là que, quand on regarde, pourquoi il n'y a pas de place beaucoup qui se font en secteur privé, en CHSLD, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas rentable. Puis je suis à même de le constater. Là. Je ne suis pas en défenseur du secteur privé, mais on les voit, les chiffres. Là. Quand tu réponds à toutes les normes de construction, les normes de personnel, les normes de gestion pour être capable d'administrer puis les suivis réguliers, les résidences, ils disent, moi, là, j'aime autant m'occuper d'une clientèle autonome, là, parce que c'est bien moins de troubles.
Puis ce que ça fait, c'est que quand quelqu'un perd son autonomie, bien, il dit, écoutez, on peut vous accommoder si vous voulez, mais on a une vingtaine de chambres, mais ça va vous coûter 4 000, 5 000 par mois. Ça ne veut pas dire que tu l'avais parce que tu as payé 1 500 pour ton appartement. Ça ne veut pas dire que tu as le 5 000 pour un CHSLD. Puis là, bien, la personne va aller en public. Là, elle va être obligée de partir, puis sortir de son milieu, puis peut-être de son environnement où elle connaissait déjà des gens pour se retrouver à un endroit qu'elle n'a pas. Mais il faut accepter que dans le public, il y a un maximum qui est 1811, puis qui tient compte des revenus, des actifs, etc., etc. Puis c'est pas cher, 1811. Ça, je peux vous le garantir. Là, c'est cher pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, mais de toute façon, mettons que vous n'auriez pas d'argent. Le gouvernement est obligé de vous donner 209 piastres par mois. Fait que le 1811, là, mettons que moi, j'aurais juste 1200, puis que je m'en vais dans une chambre individuelle, il va prendre mon 1200, il va me remettre 209, puis la différence, ça va payer mon logement. Est-ce que c'est clair? Je répète. Quelqu'un qui a les moyens, il va payer 1811. Quelqu'un qui est dans une chambre privée, individuelle, mais qui n'a pas d'argent, le gouvernement est obligé de lui donner 209 $ par mois pour ses dépenses courantes. Fait que si moi j'ai 1200, il va prendre mon 1200, puis il va me redonner 209 par mois. Fait que mon logement va me coûter à 1 000 $ par mois. Même pas, pas 1 000, un petit peu moins. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Ça ici, là, les CHSLD, c'est public. Ils sont très bons, les publics. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon. Là. Ma mère a été dans un secteur public, là, à Edmond-Laurando, pendant des années. Elle a eu un service extraordinaire. Fait qu'il y en a des bons, des publics, puis il y en a des pas bons. Il y a des bons privés, puis il y en a qui ne sont pas bons. Mais en généralement, là, les services, ils sont bons. On voit des histoires d'horreur à l'occasion, mais ça, des histoires d'horreur, je peux vous en sortir dans toutes les industries, puis je peux vous en sortir n'importe quand. Puis on prend un cas isolé, là, puis oui, il y en a des histoires d'horreur, mais il n'y en a pas tant que ça. J'en ai pas vu tant que ça en 30 ans de pratique des histoires d'horreur, ou j'en ai pas entendu. Puis quand je commençais à creuser un peu, là, c'était quoi la nature du problème, là? Généralement, c'était pas mal entre les gens qui étaient avec nous autres qu'il y avait un problème, ou les perceptions, ou bien des ici, ou des ça, là, fait que c'est rare des histoires d'horreur. Mais je vous dis pas qu'il n'y en a pas. Excusez-moi. Oui. Vous avez sûrement vu, dans les résidences privées, lorsqu'ils augmentent les loyers, là, ils ne se gênent pas du tout. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont dire aux gens qui sont là, les résidents, écoutez, vous allez avoir un crédit d'impôt. Alors, eux, ils savent que le client qui paye 4 500 $ pour un 1,5 va avoir à payer, vous avez l'air surpris, mais c'est la réalité, je peux donner des chiffres, des noms. Et puis, ils vont dire, bien, vous avez 500 $ de crédit d'impôt, mais vous êtes rendu à 4 500 pour un appartement qui a moins de 3 heures de soins. Et c'est un 4, pas un 4,5, c'est un 1,5. C'est alcôve, là. Je ne sais pas combien de pieds carrés. Peut-être 400 pieds carrés. Très, très, très minime. Puis des soins, bien, il y en a moins de 3 heures. Et parce que la personne a un crédit d'impôt, bien, ils augmentent parce qu'ils savent que tu vas avoir 500 $. Bien, OK, on va en parler du crédit d'impôt, là. Juste, attendez une minute, hein, on va en parler de ici. Le crédit d'impôt. Premièrement, le crédit d'impôt, je vais répondre indirectement à votre question, là. Il y a un crédit d'impôt pour maintien à domicile pour les gens qui sont soit à domicile ou soit en résidence. Le crédit d'impôt, le premier critère de base, c'est avoir 70 ans et plus. Fait que si vous n'avez pas 70 ans, oubliez ça, le crédit d'impôt, vous n'en aurez pas. C'est pour les personnes de 70 ans. Il y a aussi un crédit d'impôt maximum que vous pouvez retirer durant l'année, qui est 6 630 $. Fait que vous ne pouvez pas avoir plus que 6 630 $ de crédit d'impôt sur la composante service et votre logement. Je vous donne l'autre tableau ici qu'on a, là. Et le crédit d'impôt va varier en fonction de votre revenu. Là, moi, j'ai pris comme si c'était une personne individuelle. Je n'ai pas pris un couple.
OK? Donc, une personne qui gagne moins de 56 515 a le droit au plein crédit d'impôt. Une personne qui gagne 65 000, 80 000 ou 100 000, bien évidemment, son crédit d'impôt va être diminué au fur et à mesure que son revenu va être augmenté. Donc, plus vous avez un revenu élevé, moins le crédit d'impôt s'applique pour vous. C'est logique, là. De façon très, très personnelle, le crédit d'impôt devrait être plus en fonction des gens qui ont moins de revenus, parce que dans certaines situations, j'ai vu des affaires qui sont aberrantes. Là. La personne a les moyens de payer, puis elle ne devrait pas avoir le crédit d'impôt, alors qu'un autre a de la misère, elle devrait avoir un crédit d'impôt. Mais ça, là, c'est une opinion bien personnelle. Je n'aurais pas de misère à défendre non plus en public. Mais de toute façon, il est en train d'avoir une refonte du crédit d'impôt, parce que si une personne se paye du luxe, du très grand luxe, en plus, elle reçoit le crédit d'impôt. Des fois, le crédit d'impôt, là, tu dis à quelqu'un, vous ne l'auriez pas, ça ne changerait rien, mais tu l'offres. Fait qu'on va, ben, tu l'offres, c'est pas moi qui l'offre, là, mais le gouvernement l'offre, fait que c'est certain qu'on va aller l'utiliser. Fait qu'un logement qui coûte 1 500, mettons ici, là, 1 500, va revenir à 1 322 après avoir enlevé le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, là, sans faire un calcul en long et en large, là, il y a une application qui, sur le crédit d'impôt pour maintien à domicile. Vous allez sur Internet, il y a un outil de calcul. Ils vont vous poser quelques questions sur votre âge, votre autonomie, même pas sur votre revenu. Mais âge, autonomie, puis le type de service que vous avez besoin d'avoir. Puis ça va vous calculer votre crédit d'impôt que vous êtes en mesure de pouvoir obtenir. L'exemple que je donne là, à 1 500, c'est un appartement dans lequel vous avez une infirmière 7 jours semaine, puis une préposée, mais vous n'avez pas les repas inclus, vous n'avez pas l'entretien ménager, vous n'avez pas la buanderie. J'ai pris un standard qu'on retrouve. Puis pour répondre à madame tantôt, dépendamment de type de résidence, si vous êtes en perte d'autonomie, donc plus vous augmentez le niveau de soins, plus votre crédit d'impôt va être augmenté. Puis il y en a effectivement des propriétaires qui ont exagéré le crédit, ils ont exagéré les augmentations parce qu'ils allaient sortir le maximum du crédit d'impôt. Mais en bout de ligne, tu peux bien essayer de l'exagérer, mais il faut que le service vienne avec. Fait que si la personne n'a pas confiance dans le service qui est donné ou pas confiance avec le propriétaire qui lui charge un loyer, bien, toujours le loisir de pouvoir dire, bien, écoutez, moi, je vais regarder d'autres solutions d'habitation parce que... Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont exagéré. Maintenant, le gouvernement, il n'est pas fou, là. Il a vu des affaires, fait qu'il a commencé à se mettre le nez là-dedans. Quand il s'est mis le nez là-dedans pour l'accréditation des résidences, bien, il s'est mis le nez là-dedans aussi pour le crédit d'impôt. Puis je vous le dis, là, c'est certain qu'il va y avoir des changements au niveau du crédit d'impôt pour aider ceux qui sont plus à faible revenu que pour aider ceux qui sont à revenus plus élevés, qui ont la capacité de pouvoir se le payer. Ça c'est pas logique. Je pense que c'est jusqu'à 200 000. Quelqu'un qui a 200 000, il n'a plus le droit au crédit d'impôt. Mais entre 56 000 et 200 000, il a le droit. Vous allez dire, c'est pas énorme, peut-être 5 $, mais ça devrait être 0. Je vais juste répondre. Ça, là, le crédit d'impôt, c'est pour l'exemple qui est marqué ici, là, c'est pour une personne qui est en résidence privée, en résidence pour personnes âgées. Mais vous avez le droit au crédit d'impôt si vous êtes chez vous, puis je vais vous montrer une autre chose. Là. Oups, là, je suis rendu où? Là? Wow! Non, là, je pense que j'ai... Là, je pense que je n'ai pas fait la bonne affaire. Là, ça va pas bien. Enter.
Ben là, je vais retourner là, ici. OK. Pour répondre à votre question, madame, là, le crédit d'impôt, là, il est aussi bien applicable pour une personne qui vit dans son domicile que pour la personne qui vit dans une résidence. Donc, dans sa résidence ou dans une résidence. La différence entre les deux, puis je l'ai mis d'exemple ici, c'est que le crédit d'impôt, quand vous habitez dans une résidence de personnes âgées, Quand vous habitez dans une résidence de personnes âgées, le calcul est différent que quand vous habitez chez vous. OK? Quand vous habitez chez vous, si, mettons, que j'ai 10 $ de service à domicile, j'ai le droit à 34 % de crédit d'impôt. Donc, j'ai le droit à 3,40 $ de crédit d'impôt. Ça, c'est quand je m'offre des services à domicile. Okay? Quand je m'en vais dans une résidence, le 34 % est multiplié par un autre facteur qui, lui, va varier en fonction des services de la résidence. Fait que ce facteur-là, ça peut être 40 %, 30 %, ce qui fait qu'on multiplie 30 % par 34 % quand vous êtes dans une résidence. Mais quand c'est dans votre résidence, puis que vous prenez des services, vous multipliez juste par 34 %. Puis ça, c'est le facteur de multiplication de 2016. Je ne veux pas rentrer dans le détail là-dedans parce que ça peut devenir sacrément compliqué. Même avec mes conseillers, je l'explique, puis il faut que je réexplique souvent, là. Mais je vous ai donné un exemple de quelqu'un qui prendrait des services à domicile, ici, là. Mettons que la personne prend 10 heures de service à domicile. Elle prend 10 heures de service à domicile par semaine sur une base mensuelle à 24 $ de l'heure. Puis quand j'ai pris, si vous faites des calculs, là, j'ai pris 4,3 semaines parce qu'il n'y a pas 4 semaines par mois, il y a 4,3 semaines. Là, fait que si quelqu'un commence à faire multiplier par 4, ça ne marchera pas les chiffres, là, parce que 52 semaines divisé par 12, ça ne fait pas 4, ça fait 4,3. Fait que vous avez 10 heures par semaine sur une base mensuelle, ça va vous coûter 1032 de services à domicile par mois. Après crédit d'impôt, ça va vous revenir à 681. Donc, ça, c'est le 34 % dont je vous parlais tantôt. Puis, si vous êtes dans un appartement, puis ça vous coûte, mettons, 800 $ par mois, ici, j'ai marqué le loyer brut puis le loyer net. On t'entend que quand vous êtes chez vous, le brut puis le net, c'est la même affaire, alors que quand on est en résidence, le brut puis le net, c'est pas la même chose à cause du crédit d'impôt quand vous êtes en résidence. Fait que si vous prenez des services à domicile et puis que vous êtes dans un appartement qui vous coûte 800, ça va vous coûter 1000, je ne veux pas le chiffre ici, je ne le vois pas bien, là, mais 1481 par mois. Ça, c'est, mettons, une personne qui déciderait de rester chez elle. Elle a une personne qui vient à tous les 2 jours, 3 heures le lundi, 3 heures le mercredi, 3 heures le vendredi ou 4 heures le vendredi pour faire 10 heures. Là. Fait que elle, ça lui coûterait, avec les services à domicile plus le coût de son logement, 1481. La même personne va dire, bien moi, là, j'aime autant rester en résidence, pas avoir personne qui vient chez nous, mais être bien chez nous, je suis prête à payer 1500 par mois. Elle, ça va lui coûter 1322. Mais elle n'aura pas des services personnalisés comme si elle avait des services à domicile. Fait que ça, c'est un tableau que nous, on utilise pour être capable de dire, bon, bien, c'est quoi la différence entre une résidence et un domicile? Mais évidemment, ce n'est pas la même chose non plus, là, mais selon les natures des besoins des services que vous avez, ça va varier d'une situation à une autre. Il y en a qui vont dire, moi, je vais en résidence, mais je ne veux pas aller en CHSLD, ou je ne veux pas aller à une place où il y a beaucoup de soins, je veux m'offrir des soins dans ma résidence. Même si elle demeure dans une résidence pour personnes âgées, à ce moment-là, on va dire, bon, bien, mettons, la même personne, elle a un appartement
à 1500 qui revient à 1322. Si on rentre dans la colonne, elle se dit, moi, là, dans ma résidence, je veux quand même qu'une personne vienne chez nous à tous les 2 jours, lundi, mercredi, vendredi, pour m'aider à faire ma toilette, aller magasiner, aller me promener, faire des choses. Elle peut combiner les services à domicile et les services d'une résidence. Elle, ça va y revenir à 2 000 par mois, ici, après crédit d'impôt. Fait que le crédit d'impôt, là, pour faire simple, quand c'est dans votre domicile, vous prenez le total de vos factures qui sont admissibles. Donc, c'est pour des services pour vous aider à rester chez vous. Vous faites 34 de ça, puis à la fin de l'année, vous allez récupérer ce que ça vous a coûté pour un maximum de dépenses de 19 500. Fait que si vous avez fait jusqu'à 19 500, vous avez le droit à 34 de ça. Si vous avez fait 25 000, le premier 19 500, vous allez avoir 34 de ça, mais l'excédent de 19 500 à 25 000, ça, vous allez avoir 0. Okay? Puis si vous êtes dans une résidence, bien encore là, si vous êtes dans un loyer puis qui coûte 5 000 $ par mois, bien là, il y a une limite du montant de crédit d'impôt que vous pouvez aussi obtenir en fonction du coût de votre loyer puis de votre revenu. Fait que le mieux, c'est d'utiliser l'application sur le site du ministère pour ça. Oui, monsieur. Monsieur, dans votre tableau précédent, oui, il y a un exemple d'une chambre privée, une chambre simple là, dans le domaine privé. Pourquoi qu'elle est si chère? Parce que quand on est vieux, ordinairement, on est tout seul. Puis une chambre qui a juste une personne dedans, elle est petite, elle n'est pas grande. Oui. Ensuite de ça, ma mère a déjà été dans une résidence de personnes âgées à Joliette. Puis la résidence était neuve, elle était presque à côté du chemin de fer. Et puis quand le train passait, il fallait arrêter de parler parce qu'il y avait un train d'enfer. Et puis cette résidence-là, elle a eu un permis pour s'agrandir de la ville de Joliette. Alors, la superficie de la résidence pour personnes âgées, elle a doublé. Oui, mais là, écoutez, je ne veux pas rentrer dans des normes gouvernementales ou des normes municipales, là. On sait que depuis qu'il y a eu, avant qu'il y ait eu l'événement qui s'était passé au déraillement de train, les normes étaient beaucoup moins sévères. Maintenant, bien évidemment, les normes ont changé. La même affaire au niveau des codes d'accès, les codes d'ascenseur, les escaliers. Le code du bâtiment évolue d'année en année selon les expériences qu'on a. Maintenant, c'est certain que là, si vous êtes proche d'une voie ferrée et qu'il y a un train, vous l'avez dit dans votre mot, là, ça mène un train d'enfer. Fait que ça vient pas d'ailleurs, l'expression, mais c'est sûr que le train, il est là puis il fait du bruit, mais ça je peux pas dire grand-chose là-dessus. Là. Mais c'est que je me demande comment ça se fait que une ville donne un permis de construire pour les personnes âgées et que la voie ferrée, elle est là. Elle n'est pas à 1 000, là. Elle est là, on la voit. Mais monsieur, il y a plein... Regardez, il y a un projet qui se fait à Rosemont, là. La ville vient de donner un permis pour un gros projet immobilier proche d'un train, proche d'une voie. Tu sais, à ce compte-là, un autre va dire, bien là, il y a un métro en dessous. Un autre, il y a une voie rapide, le métropolitain. À un moment donné, vous allez le train. Quelqu'un va dire, ça a-tu de l'allure de demeurer à Dorval? Il y a des avions. Fait que je peux pas... Il n'y a pas de... je ne sais pas quoi vous répondre à cette chose-là. Si la personne n'en aime pas ça, il n'y a personne, j'imagine, qui oblige cette personne-là à aller habiter proche de la résidence, proche du train. Et puis, comme je vous dis tantôt, peut-être que c'est une moins bonne construction parce que l'insonorisation n'est pas bonne, mais il y a un hôtel qui s'est fait à Dorval ou bien, ça ne s'appelle plus Dorval, là, mais... voyons, Pierre-Éliott Trudeau, puis c'est un Hilton qui donne sur la piste d'atterrissage, puis j'ai personnellement couché là une fois, je n'ai pas entendu le bruit des avions, puis pourtant, il décolle, là. C'est une affaire qui fait du bruit, c'est bien un avion, mais la construction, c'est une bonne construction. Peut-être que la construction n'est pas appropriée pour ça. Mais, OK, là, il est 6 heures, il faut qu'on arrête.